pour la dernière webconférence du MOOC qui porte sur le thème qui vous est cher, celui des relations entre les malades, leurs proches, les aidants et bien sûr l'entourage. Et nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants ce soir qui vous sont familiers, et Laurent Gillot, le président de la F3M, aura l'occasion de les présenter dans un instant. Voilà. Je retrouve quelques fidèles qui, d'ores et déjà, nous indiquent, avant même que je n'appuie sur le bouton magique, qui nous disent bonjour. Et bien, je vous invite, en tout cas pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'utilisation du chat, eh bien, de vous présenter, de nous dire bonjour. Bonjour de Marseille, le Salon de Provence des Yvelines, de l'Oise, toute la France des régions est représentée, Toulouse et Rennes, par exemple, Paris. Voilà, vous êtes près de 90 personnes déjà connectées. Donc, ce fameux chat, eh bien, c'est le bouton que vous retrouvez sur la gauche, alors sur la droite de votre écran, mais que vous pourrez utiliser pour communiquer entre vous. Voilà. Il sert pour poster vos témoignages. Il sert également pour le cas où vous rencontriez un problème technique que nos équipes pédagogiques et techniques eh bien, prendront en compte et essayons de résoudre avec vous. Voilà. Vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet questions, qui est probablement le plus intéressant, le plus important. C'est celui qui vous permet de vous adresser aux différents intervenants pour leur poser vos questions ce soir. Voilà, l'onglet chat pour dialoguer entre vous et l'onglet questions pour poser vos questions. Voilà. Et eh bien, je vois le nombre qui est encore en train de progresser, et sans plus tarder, eh bien, je vais passer la parole à Laurent Gillot qui va introduire les débats. Laurent. Alors, bonsoir à tous, content de vous retrouver pour cette dernière webconférence de ce MOOC. Donc, vous allez, les intervenants, vous les connaissez déjà tous, Karen Kreter, qui est oncopsychologue spécialisée en cancérologie et qui intervient dans beaucoup d'événements de l'association. Maryse Garziac, qui est bénévole et tutrice du MOOC et qui aussi une bénévole très active dans l'association, qui s'occupe aussi de toute la formation de nos bénévoles. Et puis Hervé, voilà, Hervé Barcas, qui est notre partenaire, notre monsieur technique et pédagogique pour tout ce qui va se passer ce soir. Donc pour cette, je vais te laisser peut-être la parole pour présenter le programme. Non, je peux présenter le programme. Voilà, allez, je continue. Donc c'est la 8e session du MOOC, donc qui se déroule, comme je dis maintenant, avec beaucoup d'habitués et à chaque fois de nouvelles personnes. Donc on va traiter aujourd'hui sur d'abord les actualités du MOOC, oui, et puis ensuite Karen Kreter va nous faire une intervention sur la peur, oui, on va dire ça comme ça, sur la peur, la nature de la peur, comment communiquer ou pas ses peurs et comment la gérer, avec quelle technique, avec comment on gère quand on a des peurs. Et puis on conclura sur cette session. On attend bien sûr vos questions, vos interrogations et puis vos témoignages aussi, bien sûr. Merci Laurent. Alors vous êtes près d'une centaine, voilà, être connectés ce soir, et plus de 170 personnes qui participent activement, et c'est le point important. Cette 8e session se caractérise vraiment par une adhésion importante et une mobilisation de toutes les personnes qui, comme vous, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, participent à cette 8e session. Alors, le nombre de commentaires est relativement explicite. Ce qui est aussi très important de signaler et de souligner, c'est toujours la contribution des tuteurs. Laurent le disait tout à l'heure avec Maryse Garziac, mais aussi avec sous la houlette de Pierre Fertile, eh bien, des binômes qui se relayent pour vous aider et qui sont encore présents, qui sont à votre écoute, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir parfois,
et ce jusqu'au 4 juillet. Alors n'hésitez pas, même si vous le remarquez, la date de clôture du MOOC est proche, il suffit de cliquer sur le lien que nous vous donnerons tout à l'heure pour y participer. Vous pourrez tout simplement aller voir, puisque tous les modules sont ouverts, allez voir celui qui vous intéresse, les étapes qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent, depuis la connaissance de la maladie en passant par les traitements, et puis bien évidemment tout ce qui concerne le thème de ce soir, c'est-à-dire les relations avec l'entourage au sens large. Voilà, donc jusqu'au 4 juillet, nous vous y attendons. Et puis vous avez également, et vous le découvrirez, la naissance du portail Action Myélome, qui est une sorte d'ombrelle qui regroupe toutes les actions concernant le MOOC, bien sûr, mais aussi et bientôt les inscriptions à la journée nationale du myélome, les inscriptions à des webconférences comme celle-ci, mais en dehors du MOOC. Donc, c'est vraiment un portail, une porte d'entrée pour l'ensemble des actions sur le myélome qui existent aujourd'hui et qui se développeront par la suite. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation des actualités du MOOC. Donc, un seul mot, venez, rejoignez-nous, donnez vos avis, remerciez. Et oui, remerciez les tuteurs, ça leur fera très, très plaisir. J'en profite pour les saluer. Ce soir, je sais qu'ils sont derrière leur écran. Voilà. Eh bien, Maryse, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être une fois de plus parmi vous, à vos côtés, virtuellement, mais aussi donc aux côtés de cette webconf avec notre ami Laurent, Hervé, et naturellement notre psychologue Karen, qui est toujours là pour répondre à nos questionnements. Et cette fois-ci, nous allons essayer de parler d'une thématique qui revient assez souvent, c'est celle de nos craintes et de notre peur. Alors, cette peur, elle peut être naturellement chez le malade ou chez les dents, vous le verrez, ça va être développé par la suite. Et grâce à certains verbatims qui ont été pris, j'ai essayé de les récupérer sur le MOOC. C'est également le sujet quelquefois de pas mal de témoignages que nous avons, tous, des tuteurs ou bien des personnes bénévoles lors d'appels téléphoniques ou de messages postés sur le site. La peur peut aussi avoir une place assez importante et on va dire entre guillemets paralysante dans ce parcours de la maladie. Alors donc Karen va nous en parler de façon beaucoup plus professionnelle et je pense que ça sera très apprécié. Grâce à, par exemple, ce verbatim qui commence sur une certaine peur de l'annonce de la maladie, je vous le lis. Bonjour, les informations données dans mon cas avant le démarrage initial ont été claires. Cependant, cela fait beaucoup d'informations sur une maladie qui nous est totalement inconnue. De plus, lorsque l'on vient d'apprendre que l'on est atteint d'un cancer, on a un peu de mal à se concentrer sur des explications un peu complexes. Il serait peut-être utile de le faire en 2 ou plusieurs fois, avec pour la première fois une information relativement succincte sur ce qui atteint le patient et approfondir par la suite. Il est en effet difficile d'obtenir des informations par la suite car votre hématologue est surchargé et seul. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui revient souvent. Alors, je vais en lire une autre. Nous avons également pu nous rendre compte que la peur de la mort avait été plusieurs fois énoncée, mais pas directement au travers de la formalité des directives anticipées. Vous avez vu, nous en avons parlé dans le module 4 du MOOC. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien être fait par le malade et qui permet d'écrire et de remettre ensuite au médecin ces directives anticipées. Alors, une personne nous a exprimé « Pour ma part, sauter le pas n'est pas évident. En effet, je suis en rémission totale et en relative bonne forme, un peu comme le testament ou les dispositions d'enterrement. Le sujet est tabou. Mon objectif étant de tout faire pour rester en bonne santé,
les directives anticipées ne sont pas à l'ordre du jour. Une autre personne nous a dit, concernant les directives anticipées, je trouve que c'est une sécurité pour le malade de les préparer. Pour ma part, mon médecin traitant possède un double ainsi que ma personne de confiance. Vous savez que l'on peut nommer une personne de confiance sur un imprimé que l'on laisse en principe à l'hôpital et ce sera cette personne qui sera contactée en cas de besoin. Je vais continuer ces verbatim. Faire ces directives anticipées est important car c'est une précaution que j'ai prise dès le début de mon myélome et il y a 6 ans. Mon fils m'avait à l'époque dit que j'avais des idées noires, mais cela n'implique pas l'idée de la mort immédiate. Dans les craintes, les peurs, il y a cette peur de souffrir. Plusieurs soignants m'avaient dit que le corps est résilient, l'esprit aussi. C'est très vrai. Pour la seconde autogreffe, je me suis posé beaucoup de questions et revivre un passage en réa ne me disait rien. J'ai fait confiance en la médecine et en mon hématologue. Voilà, des façons de réagir également qui sont différentes pour les participants du MOOC. Ceux qui ont participé ont pu voir que les témoignages étaient très divers, très diversifiés et que donc cette richesse permettait aussi de vous rendre compte que vous avez le droit d'avoir votre ressenti personnel. Chacun est différent. Alors, nous sommes toujours dans cette première partie de la nature de la peur. Est-ce normal? Est-ce un ressenti négatif? Le plus souvent, je m'habitue à vivre comme ça et j'accepte. Parfois, c'est rageant de ne plus arriver à faire certaines choses que j'adorais. Je compense en découvrant des activités nouvelles et adaptées. La douleur, c'est un point essentiel. C'est compliqué car cela fatigue et fragilise. J'estime avoir rencontré des professionnels compétents et chaleureux qui m'aident encore à ce jour à récupérer un peu plus. Ça, c'est quelque chose que l'on souhaite, que chaque malade puisse trouver des professionnels les aiguillant vers tous ces soins ces soins de confort. La peur de ne plus pouvoir faire comme avant. Donc, Karen va pouvoir nous en parler. Donc, j'ai donné cet exemple parce que je trouvais qu'il était parlant aussi d'une certaine image que la personne n'aimait plus en face de son miroir et qui pouvait la heurter. La chute de mes cheveux a été un moment très marquant pendant mon parcours de soins. Juste après les 4 mois de traitement d'induction, j'ai eu une perfusion d'endoxan. 2 semaines après, je perdais tellement mes cheveux que j'ai demandé à mon mari de me raser la tête. Il a fallu que je m'habitue à cette nouvelle image de moi qui reflétait ma maladie. Donc là, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, Hervé, ça doit être la dernière diapo de la première partie. Exactement. Voilà, voilà la dernière. Et puis ensuite, nous verrons avec Karen toutes les autres peurs, des choses qui nous ont été aussi relayées cet après-midi, entre autres. Et je te donne la parole, Karen, et te remercie pour pouvoir nous éclairer sur ces chemins de crainte. Bonsoir à tous, c'est encore avec un grand plaisir que je participe à cette conférence et que je retrouve des amis, des personnes que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre ou dont je vois les noms passer régulièrement et puis de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, on a pensé effectivement avec Maryse, dans le cadre de la relation avec les autres, d'aborder cette question de la peur parce que quand même, il y a la question bien sûr du myélome et de vivre avec le myélome, mais il y a aussi cette crise sanitaire depuis 18 mois. Et je pense qu'en termes de peur, on a quand même eu nos doses. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ma connexion apparemment… Bon, alors écoutez, vous m'entendez, peut-être vous ne me voyez pas. Ma connexion a l'air fragile, donc je m'excuse d'avance si jamais il y a des coupures. Alors, donc, ça nous semblait important d'aborder cette question de la peur parce qu'effectivement, vivre avec un myélome multiple,
c'est faire un peu ménage à 3, et je dirais que par extension, nous faisons presque ménage à 4, puisque la peur nous accompagne assez régulièrement. Alors d'abord, la question, c'est est-ce que cette peur, elle est normale? Alors, il faut se rappeler que la peur, c'est une émotion primaire, hein. Il y en a 6, elles sont primaires et universelles. On les partage humainement, tous les êtres humains les partagent. Il y a la tristesse, le dégoût, la colère, la surprise, la joie et donc la peur. Donc, bien sûr que la peur fait partie de l'humanité, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est une émotion ressentie à la présence ou à la pensée d'une menace, d'un danger réel ou supposé, hein. Donc, la peur, contrairement, on va dire, à la notion d'angoisse ou d'anxiété, la peur a un objet, c'est-à-dire on a peur de quelque chose, hein, et au sujet de quelque chose précisément. Alors évidemment, si on parle de présence ou de pensée d'une menace et d'un danger réel ou supposé, bien sûr que le myélome est un danger, une menace réelle, hein, et pas supposée. Donc bien sûr qu'il est tout à fait compréhensible que nous ressentions de la peur face à cette maladie, que l'on soit malade ou que l'on soit proche. Mais cette peur, elle est aussi utile. En fait, quel but elle a? La peur, elle doit nous alerter, en fait, pour nous mobiliser, pour qu'on puisse nous mettre en action, pour éliminer ou éloigner le danger. Cette peur, en fait, elle est utile. Elle concourt à notre préservation. Et naturellement, on est programmé, en fait, pour agir contre le danger et faire disparaître, en fait, cette menace. Et donc, la peur devrait naturellement céder puisque la menace est éliminée. Qu'est-ce qu'on est programmé pour faire? Eh bien, on est programmé pour combattre, c'est-à-dire pour éliminer ce danger, ou pour fuir, c'est-à-dire pour s'éloigner du danger. Et donc, la peur va mobiliser nos moyens, on va se focaliser sur le danger, nos sens vont être en action totalement, extrêmement sensibles. Notre force va décupler, l'adrénaline va aller dans notre cœur, dans nos muscles, etc., pour pouvoir nous donner les moyens de nous battre ou de nous enfuir. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, oui, alors d'accord, ça, éventuellement, croiser un ours dans la forêt, je comprends à quoi la peur va me servir et à quoi toute cette adrénaline va me servir. Mais une fois qu'on m'annonce que j'ai un myélome multiple et que je vais subir des traitements difficiles, que pour le moment, on ne peut pas me guérir de cette maladie, que la rechute fait partie du parcours de cette maladie et avec cette maladie. Là, du coup, un souci se présente à nous, c'est en fait que le danger que représente le myélome multiple est un danger finalement assez permanent et un danger finalement même assez multiple. Puisqu'en fait, il y a des tas de sources tout au long de la maladie, depuis l'annonce du diagnostic jusqu'au traitement, aux effets secondaires, aux craintes quand on va passer nos examens ou quand on a nos contrôles sanguins. C'est-à-dire qu'on a de multiples occasions d'avoir peur avec le myélome. Et donc, notre peur, elle peut en tout cas quasi être permanente et elle aussi multiple. Et on l'a vu que les sources de peur sont de différentes natures, hein. Alors, pour le malade, la peur des prochains résultats, hein, ça c'est une peur qu'on connaît, hein, même si ça s'apaise des fois entre les échéances. La peur de la mort, on en parlait, bien sûr, puisque même si on est tous fatalement condamnés, si c'est une condamnation à disparaître, c'est vrai qu'une fois qu'on a une maladie de cette importance et qu'on nous dit qu'on n'en guérira pas, bien sûr que cette pensée de la disparition est beaucoup plus présente, beaucoup plus concrète. Mais aussi la peur de l'inconnu, parce que mourir, c'est quand même, ça nous expose quand même à un grand inconnu, donc ce n'est pas forcément très, très sécurisant. Mais comme le disait effectivement Maryse à travers ses témoignages, c'est la peur de perdre ses capacités, la peur de perdre son statut social, son travail, son autonomie, la peur de perdre le sens de son existence, on n'était plus en capacité de réaliser ce qui est important pour nous. La peur de souffrir, on l'a vu, c'est extrêmement partagé. La peur d'avoir mal, la peur de souffrir, de subir en tout cas des sensations, des états qui seraient trop difficiles à supporter. La peur de laisser nos proches sans nous, c'est-à-dire la peur de mourir, c'est rarement égoïstement la peur d'arrêter d'exister, hein, ça peut arriver hein, pour certains qui seraient un peu plus narcissiques, mais enfin,
globalement, la peur de mourir, c'est quand même la peur d'être séparé de ceux qu'on aime et surtout de les laisser sans nous. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est quand même une ressource et qu'en n'étant plus là, on ne va pas pouvoir veiller sur eux, on ne va pas pouvoir contribuer, on ne va pas pouvoir finalement être une ressource pour nos proches. C'est la peur aussi d'être un poids quand on est malade. Je ne veux pas être un poids pour mes proches. Et puis, ça peut être la peur de ne pas y arriver, de ne pas tenir, de ne pas être capable, etc. Donc, des peurs multiples comme le myélome, on en a quand on est malade. Mais on n'est pas les seuls à les avoir, ces peurs. Nos aidants, les proches, eux aussi ont peur. Eux aussi, ils ont peur des résultats. Je peux vous dire que là, c'est plutôt une peur collective. Ils ont peur de nous perdre quand on est malade, bien sûr, et de se retrouver seuls. Ils ont peur aussi de ne pas y arriver, de faire des erreurs. On parlait du retour à domicile. Est-ce que je serais capable d'assumer mon proche? Est-ce que je serais capable de vivre physiquement et psychologiquement le fait d'accompagner quelqu'un qui est dans un moment de grande fragilité? On a peur aussi de plus pouvoir profiter de la vie, il faut être honnête. Quand notre proche, on l'aime énormément, on a envie d'être là, mais on se dit il va falloir vivre avec un myélome multiple, les projets, l'insouciance, la légèreté, la vie sociale, les voyages, etc. Sans être complètement égoïste. Bien sûr qu'on a peur de perdre de la qualité de vie en même temps que notre proche qui est malade. Et puis peur de le voir souffrir, peur de le voir perdre son autonomie. À l'époque du Covid, peur de le contaminer. On a eu peur de contaminer nos proches malades. C'est terrible, c'est voire phobique. Certains d'entre nous, on a été dans des états redoutables. On a eu plus peur que les malades. Et puis peur de ne pas trouver les mots, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir réagir. Voilà. Donc vivre avec un myélome multiple, bien sûr, c'est aussi vivre avec la peur. Cette peur, elle est normale, mais effectivement, l'objectif, c'est qu'elle ne soit pas envahissante. Alors, je te redonne la parole. C'est peut-être toi, Laurent, peut-être qui va rebondir là-dessus, avant qu'on parle plutôt du partage et de la communication autour de la peur. Sur les questions, alors sur la peur, sur les questions posées, c'est vrai que la question de la peur de la mort revient beaucoup. Ça, c'est quelque chose quand même. Et aussi la question de cette peur de la mort par rapport, c'est Daniel qui disait ça, qui est sur un tabou, la peur de la mort qui est j'allais dire emprisonné, mais c'est un peu ça qui est enfermé dans un tabou et dont on ne parle pas, quoi. Et voilà. Et je lui répondais qu'effectivement, peut-être d'arriver à exprimer cette peur, c'est sans doute une des meilleures voies pour mieux la vivre avec, quoi. Mais bien sûr que là, on est dans le cadre du myélome et de ce que ça fait peser en termes d'inquiétude. Mais de manière générale, la mort, c'est quelque chose qu'on exclut un petit peu dans nos cultures occidentales. C'est quelque chose qui n'est pas censé exister, pas plus que le vieillissement, la maladie. On devrait tous être jeunes, beaux, en forme, manger 10 fruits et légumes par jour et probablement éternels, ce qui serait quand même parfait. Mais évidemment, ce n'est pas la réalité. Et que la mort, ce n'est pas quelque chose dont on parle et que, contrairement aux sociétés traditionnelles, on l'a exclu du champ finalement de ce qu'on doit intégrer comme étant la normalité. Et bien sûr que du coup, il y a des tabous autour de ça. Et quand les patients ont besoin d'en parler, ils ne trouvent pas souvent beaucoup d'interlocuteurs en réalité. Alors parfois, ils ne s'autorisent déjà pas à le faire, ils s'autocensurent, mais souvent, vous avez des réactions en face de vous. Mais non, mais parle pas de ça, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas possible, je ne veux pas t'entendre dire ça. Comme si parler de la mort, ça faisait mourir. Évidemment que non. Parler de la mort, ça n'a jamais fait mourir. Mais bien sûr que c'est un tabou, bien sûr que c'est délicat. Et que nous, en tout cas, professionnels de santé et professionnels de l'accompagnement, et aussi la F3M d'ailleurs, nous sommes des interlocuteurs, nous sommes des partenaires et nous sommes en capacité d'entendre des choses par rapport à ça. Ça ne nous fait pas peur, on est bienveillant par rapport à ça, on n'est pas insécurisé, on accepte d'en parler, on sait que ça fera mourir personne d'en parler. Donc, évidemment, on ne trouve pas forcément d'interlocuteurs facilement, mais nous, professionnels de santé, et nous, à F3M, bénévoles, professionnels de l'aide et de l'accompagnement, nous sommes des interlocuteurs pour ça. Donc, n'hésitez pas à rechercher des personnes qui peuvent l'entendre et qui peuvent partager avec vous sur ces préoccupations.
Et il y a une autre question, alors qui n'est pas vraiment, enfin, mais qui est pas aussi, qui est dans le thème aussi, mais qu'on peut rattacher à la peur, c'est comment aborder l'annonce de la maladie avec les jeunes enfants. Je dirais la peur, là, la peur, elle est de l'autre côté, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi la peur des réactions des enfants, la peur aussi de nous, comment l'aborder. Et je n'ai pas noté le prénom, je m'en excuse, hein, mais voilà, la question était comment aborder l'annonce de la maladie avec les jeunes enfants. Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent et on a souvent plus peur que nos enfants, en réalité. Alors déjà, vous pouvez vous faire aider si vraiment vous êtes un peu inquiet par rapport à ça, que ce soit les médecins, les psychologues, etc., même les infirmiers, hein, qui peuvent tout à fait vous aider à réfléchir à comment aborder cette question avec les enfants et les petits-enfants. D'abord, sachez que tous nos enfants et nos petits-enfants sont absolument capables d'entendre des choses, même qui ne sont pas faciles ni à dire ni à entendre, que de toute façon, si vous ne leur en parlez pas, ils comprennent beaucoup de choses et ils ont capté qu'il y avait un problème, donc il vaut mieux leur en parler. Ça, on le sait aujourd'hui, il est toujours préférable d'informer les enfants, même très jeunes, que de ne pas les informer. Ils ont beaucoup moins de problèmes psychologiques par rapport à la maladie quand on a communiqué. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des outils qui existent, des livres, des vidéos qui sont adaptés aux enfants. Hein, vous pouvez les trouver assez facilement. Donc, qui peuvent être des supports intéressants pour leur expliquer ce que c'est la maladie, ce que c'est la chimiothérapie, ce que c'est ce que c'est pourquoi les effets secondaires. Bon. Oui. Par rapport à, je vais juste rajouter, c'est un scoop on est en train de travailler à la F3M sur un livre d'une histoire pour les enfants, hein, pour les pour les, les adolescents. Ce sera un support supplémentaire. Et voilà, et c'est spécifique au myélome. C'est la grand-mère qui a un myélome. Voilà, c'est parfait. Et c'est les enfants et les parents qui vont expliquer aux enfants voilà ce qu'est la maladie. Voilà, vous aurez donc un outil supplémentaire et spécifique. Dans quelques semaines. Voilà, très bien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-le sereinement, avec des mots simples adaptés aux enfants. N'ayez pas peur de vos propres émotions. Soyez confiants et surtout, soyez confiants en leur capacité à entendre et à s'adapter. Ils ont des ressources considérables. Ils peuvent eux-mêmes être accompagnés, être aidés. Hein. On le fait, nous, dans le cadre de l'hôpital, mais aussi dans le cadre d'associations. Mais faites-le simplement avec des mots adaptés parce qu'en réalité, ils sont rarement débordés par cette annonce-là et par cette réalité à partir du moment où on les rassure, où on communique, où ils comprennent ce qui se passe et qu'on ne les exclut pas de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc pour les éléments que je peux vous donner à ce niveau-là. Ouais, je suis en train de répondre, j'ai d'autres questions, je suis un peu partout. Beaucoup, Karen. Merci Laurent. Voilà, je ne sais pas, Maryse, tu veux parler? On passe à la deuxième partie, peut-être? Je voulais. Laurent, tu es d'accord? Tout à fait, oui. Tu as autre chose à rajouter, Laurent, sur ce sujet? Je regarde vite fait parce que j'ai eu d'autres questions pendant, sur. Mais je pense qu'on Moi, j'ai vu une question, mais elle sera plutôt peut-être à citer au moment de la communication de la deuxième partie. Tout à fait, oui. Et sinon, je voulais dire aussi que dans le MOOC, dans le module 4, justement, on a mis cette année aussi un outil, c'est une petite vidéo sympa c'est imagé pour expliquer justement aux enfants une maladie grave, une chimiothérapie, un cancer à des enfants. Et ce que je voulais dire, c'était que on parle souvent de comment dire à mes enfants, à mes jeunes enfants, que j'ai une maladie grave, comment le dire, parce que c'est trop difficile. Mais je pense que pas mal de personnes se reconnaîtront. La difficulté, elle n'est pas seulement de l'âge de l'enfant, parce que si on a des enfants de 30 ans, 40 ans, je pense que la difficulté, elle va être quand même présente. Hein. Il y a cette crainte de dire, de dire la chose et de la partager. Hein. Tout à fait, oui, quel que soit l'âge. Beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Oui, c'est vrai. Alors justement, dans cette communication, là, nous avons prévu dans la deuxième partie communiquer ou non sur ces peurs. Est-ce que nous avons des possibilités de communiquer? Comment le faire? Karen va nous en parler. Et je pourrais vous citer quelques verbatim, si vous voulez bien, qui étaient dans ce MOOC. Hein. Ça, c'est tout du MOOC 2021, parce que les autres fois, je prenais un petit peu des reliquats, des choses historiques d'anciens MOOC. Là, c'est vraiment de cette session-là qu'ils ont été extraits. Alors, ma fille m'accompagnait et j'étais doublement anéantie.
par la nouvelle et par mon incapacité à cacher ma détresse à ma fille. Cette consultation ayant eu lieu début août, je n'ai pas pu voir la psychologue de l'hôpital qui était en congé. Donc voilà, encore une difficulté de le dire à sa fille. Durant ce long mois, j'étais effondrée et persuadée que mes jours étaient comptés. Coupler une consultation, ça c'est ce qu'elle rajoute, de psychologue juste après la consultation d'annonce permettrait de mieux encaisser le choc de l'annonce. Et je me permettrai de lire aussi une question qui a été postée dans le chat aujourd'hui par Daniel. Bonjour, pour épargner son entourage, ne vaut-il pas mieux cacher la gravité de la maladie et son évolution? Ça, c'est aussi une suggestion, une problématique que plusieurs personnes peuvent se poser. Dans cette communication, nous pouvons voir aussi que pour certaines personnes, le pire, c'est le regard de l'autre. Donc, cette communication par le visu aussi. Voir sa condition de malade dans ses yeux. Voilà. Donc là, je te laisse la parole, Karen, si tu veux bien. Là, effectivement, on est dans cette peur ou ces peurs partagées, non partagées, communicables, non communicables. Donc, comment, en fait, ces peurs, quand on vit avec un milieu multiple, elles interviennent, elles interfèrent dans la relation. Et évidemment que le poids de ces peurs peuvent être considérables, depuis la communication sur la maladie, l'information sur la maladie, jusqu'aux différentes étapes qu'on traverse avec cette maladie. Alors, on a vu que malades et aidants ont peur. Des peurs, certaines sont communes, d'autres sont spécifiques à chacun des membres de ce couple ou de la famille. Alors, justement, quelle place de ces peurs dans les relations, c'est-à-dire quelle influence ça peut avoir sur nos comportements, sur nos échanges, sur notre capacité d'être en lien avec les autres. Et on voit que ces peurs peuvent peser lourd. Le sentiment de peur, l'émotion de peur peut peser très lourd dans les relations, à la fois dans ce qu'on communique, mais aussi dans ce qu'on ne communique pas verbalement. C'est ce que tu disais aussi, Maryse. Alors, selon l'intensité de cette peur, selon la durée de cette peur, voilà un petit peu quelles principales conséquences il peut y avoir sur le comportement, sur les capacités d'être en relation. Alors, la peur, ça provoque le repli, l'isolement, et souvent un isolement par une recherche de sécurité. Quand vous avez peur, en fait, vous allez limiter votre environnement, limiter votre communication la plupart du temps, limiter votre espace, parce que d'une certaine manière, vous avez besoin de retrouver un espace sécurisé. Et cet espace sécurisé va de plus en plus ressembler à une bulle, et tellement à une bulle que vous allez vous y trouver extrêmement seul, et vos proches vont parfois avoir beaucoup de mal à y entrer. Ces peurs peuvent aussi provoquer des obsessions. On devient auto-centré quand on a peur. On va être dans l'évitement d'un certain nombre de situations ou de relations ou d'échanges. Le fait d'avoir très peur et qui provoque ce côté auto-centré va rendre aussi la communication et la relation compliquée. La peur va devenir une obsession, et les motifs de peur vont prendre de plus en plus de place. La peur peut aussi provoquer de l'irritabilité, de l'agressivité. Quand on a peur, on est beaucoup plus facilement agressif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agressivité dont peuvent se plaindre les proches, les aidants, mais aussi les malades, de la part de leurs aidants, qui sont finalement l'expression de l'angoisse, en fait. L'angoisse peut rendre très irritable et très agressif, sans qu'il y ait évidemment de volonté ou d'hostilité, bien entendu. Quand on a peur, il va y avoir un processus psychologique qui va aller dans le sens de la victimisation. On va se sentir de plus en plus victime. On va sentir un sentiment d'injustice. On va se sentir incompris, seul au monde. Le sentiment de peur va donc provoquer ça. On va se sentir en colère. La peur va aussi provoquer de la colère. Et puis, plus la peur va prendre de l'intensité, plus on va s'éloigner de notre possibilité de légèreté. On ne peut plus faire d'humour. Le jeu n'est plus possible. On accède de plus en plus difficilement au plaisir. Voilà de quoi la peur, elle va nous priver, à la fois la nôtre et celle des aidants, si elle est trop intense et trop durable. Et puis, il y aura ces troubles du sommeil, il y aura des troubles alimentaires,
il y aura à un moment donné une anxiété qui va devenir généralisée, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de quelque chose en particulier, on a juste peur tout court. Et puis, quand on a peur, les perceptions négatives vont devenir beaucoup plus puissantes. Quand on a peur, on ne retient que les mauvaises informations. On ne va chercher que les informations qui nourrissent notre anxiété. Les éléments qui vont pouvoir nous rassurer vont glisser sur nous. Et on va retenir de l'information que ce qui va encore augmenter la peur. Donc, cette peur a en plus une fâcheuse tendance à s'alimenter elle-même et du coup à se renforcer elle-même. Et puis, on va être de plus en plus pessimiste. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire abstraction des répercussions physiques de la peur, les sensations, les problèmes cardiaques, les douleurs, les problèmes de peau, les céphalées, les troubles cognitifs, et j'en passe et des meilleurs. Évidemment, quand on a peur, et encore plus quand on est dans une anxiété généralisée, le corps est très impacté et finit par beaucoup souffrir en fait de cette tension. Alors du coup, on se rend compte que tous ces comportements, bien évidemment, ont une grande influence sur nos capacités à être en relation, sur notre harmonie relationnelle et sur notre vie sociale. C'est considérable, à la fois la nôtre et celle de nos aidants. Cette peur, elle dégrade notre qualité de vie, elle dégrade les relations, elle augmente les problèmes physiques et psychologiques. Et donc, cette peur qui, au départ, avait un objet, j'ai peur de quelque chose précisément, va devenir comme le myélome multiple, peut devenir comme le myélome multiple, une peur chronique et peut déboucher sur un état anxieux généralisé. Donc, on rencontre des patients qui, à partir de cette peur, qui ne les quittent plus, vont vivre dans une anxiété généralisée qui n'a plus vraiment d'objet, mais qui est une sensation dont ils se départissent quasiment jamais. Alors, évidemment, c'est dur d'en parler. C'est dur de parler de cette peur. Il y a des choses qui sont incommunicables. Dans les grandes angoisses, dans les grandes douleurs, il y a beaucoup de mutisme. Quand vous souffrez beaucoup physiquement, quand vous souffrez beaucoup psychiquement, vous n'arrivez plus à parler. C'est de plus en plus difficile de parler. Donc, plus la peur est envahissante, plus vous aurez de difficultés à la communiquer. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'autour de vous, les gens soient capables d'aller vers vous quand vous êtes tétanisé par la peur. Parce que vous ne pourrez de moins en moins dire que vous avez peur. Vous serez tétanisé, vous serez limité de plus en plus dans vos possibilités de vous exprimer. Et puis surtout, on l'a vu, tout le monde a peur. Le malade a peur, les proches ont peur, mais en même temps, chacun veut préserver l'autre. Alors, on dit pas qu'on a peur, on ne dit pas ce qui nous préoccupe, on ne dit pas ce qui nous inquiète. Enfin, on essaie de ne pas le dire, parce que parfois, on le dit quand même. Mais on se rend compte quand on communique avec les patients, puis ensuite avec leurs proches, que chacun essayant de préserver l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on ne partage pas, qu'on n'exprime pas, pour éviter de créer une angoisse supplémentaire chez l'autre, ou de l'insécuriser, ou de l'inquiéter, etc. Et puis, il y a une telle injonction, on en a déjà parlé, d'avoir le moral. Il faut avoir le moral c'est tellement important, tout le monde devrait avoir tellement le moral quand il a un myélome multiple, c'est vrai, c'est tellement évident d'avoir le moral, que exprimer ses peurs, on est dans quelque chose qui est contre-intuitif, c'est-à-dire qui est même paradoxal. On ne va pas commencer à dire qu'on a peur alors qu'on est censé avoir tellement la pêche. C'est pas possible, quoi. On va pas commencer à dire qu'on a peur. Et puis, on doit y croire. On ne va pas dire qu'on a peur de mourir, puisqu'on doit y croire. Il est interdit d'envisager que les choses ne fonctionnent pas. Évidemment qu'il est tout à fait normal et naturel, à certains moments, de craindre que les choses ne fonctionnent pas comme on souhaiterait. Avec l'espoir, bien sûr, qu'elles fonctionnent très bien. Et heureusement, ça arrive. Mais effectivement, il y a des injonctions, à la fois de nous-mêmes, mais aussi beaucoup de l'environnement, qui nous privent de la possibilité de nous exprimer. Et puis, il y a la pensée magique. Si je parle de ma peur, je provoque en fait le danger que je veux éviter. Il faut savoir qu'on est resté quelque part des grands enfants. Il y a quelque chose chez nous, là, du 7-8 ans, qui nous dit, si je parle de ma peur, il va se passer quelque chose. Quand vous dites à quelqu'un, à vos enfants, bon, tu sais, j'ai bien réfléchi, j'ai préparé mes obsèques, comme ça. Ah, mais ça va pas, mais comment ça se fait? Mais non, mais je veux pas entendre ça, mais tu entends ce qu'elle te raconte, etc. Évidemment, parce que on est dans un espèce de fantasme secret que le fait de dire quelque chose va provoquer la catastrophe. Donc, évidemment, c'est difficile d'en parler. Mais du coup, en plus de supporter la peur, on doit dépenser de l'énergie à faire des efforts considérables à ne pas l'exprimer. Bien sûr que ça n'arrange rien.
Donc, il est important, enfin, on voit la place de la peur dans les relations, hein, et comment elle peut dégrader à la fois la qualité de vie, mais aussi les liens, comment elle est difficile à communiquer, mais effectivement, comme on va le voir à présent, comment c'est important à un moment donné que quelque chose puisse s'exprimer et puisse être communiqué à ce sujet, pour ne justement pas s'alimenter, s'aggraver et nous enfermer dans des émotions et des sensations extrêmement négatives dont il est de plus en plus difficile de sortir. Laurent, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Laurent? Laurent, on ne t'entend pas. Mets ton micro. Je remets le micro, pardon, voilà. Je disais, oui, voilà, là vous m'entendez. Je disais, il y avait une question qui revient à plusieurs endroits. Il y avait Raymond qui l'a posé, puis une autre personne aussi à laquelle je suis en train de répondre en direct, Véronique. C'est sur la différence entre ce que perçoivent les malades et ce que perçoivent les proches. Et d'ailleurs, notre enquête pour la prochaine JNM que je viens juste de recevoir montre qu'il y a une sacrée différence, notamment et globalement, les proches se disent beaucoup plus inquiets que les malades et ils ont une perception différente de ce que disent les malades sur la situation. Et voilà. Et il y avait Raymond posait la question, voilà, il posait la question un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, bien souvent, ils ne se rendent pas bien compte des difficultés du malade, les proches. Et là, à l'inverse, l'enquête, c'est qu'on ressort l'inverse, c'est-à-dire que les peurs sont bien plus grandes et les craintes sont bien plus grandes de la part des proches pour les malades que les malades eux-mêmes. Alors déjà, c'est bien que tu puisses apporter cet élément, Laurent, je dirais presque d'une démarche statistique, que finalement, parfois, les proches sont plus inquiets que les malades. En tout cas, le décalage existe entre la perception du malade et la perception des aidants, mais nécessairement, que ce soit dans un sens ou dans un autre, nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas dans la fusion, nous ne sommes pas la même personne, nous ne vivons pas la même chose. Nous partageons une réalité, une expérience dans un lien étroit qui est d'une certaine nature. Et évidemment qu'en aucun cas, l'aidant n'est en capacité de comprendre totalement et d'appréhender totalement ce que vit le malade, et réciproquement d'ailleurs, puisque le malade n'étant pas aidant, il y a beaucoup de dimensions du vécu de l'aidant qu'il ne capte pas ou qu'il interprète très mal. Donc ce décalage, il est évident, il est plus ou moins important, mais il est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui ne vit pas ce qu'on est en train de vivre de ne pas tout à fait comprendre ce qu'on est en train de vivre ou de ressentir. Tout à fait. Oui. Juste ce que je voulais ajouter, ce qui majore les craintes et les peurs de l'aidant dans ce qui ressort dans l'enquête, c'est le manque d'informations. C'est-à-dire que les aidants ont encore moins accès aux informations. Il y a quelqu'un qui disait voilà, mais est-ce que c'est pas des fois les hématologues parce qu'ils répondent pas à nos questions qui nourrissent cette peur? Et de ce qui ressort, c'est que les aidants sont encore plus dans cette peur parce qu'ils ont encore moins de réponses que les malades par rapport à leurs inquiétudes. Oui, alors bien sûr, parce que le malade, lui, il est pris en charge par une équipe, il a un certain nombre d'informations, il y a une continuité, il y a un dispositif autour de lui qui est quand même en général professionnel, structurant, rassurant. On a quand même affaire à des gens qui savent ce qu'ils font, donc on va dire que en général, on tend en tout cas un partenariat, on en discutait récemment avec l'équipe qui nous prend en charge, et ça peut être sécurisant de se sentir bien pris en charge et d'être bien informé. Évidemment, les proches ne bénéficient pas de ça. Mais il y a une autre réalité. C'est qu'au-delà du choc de l'annonce, quand on est soi-même menacé, il se déclenche un processus d'adaptation, voire de résilience pour la personne qui est malade, c'est-à-dire qu'on va acquérir des capacités à intégrer cette réalité, à vivre malgré tout, à retrouver un équilibre, à changer de priorité, parce qu'on est directement menacé dans notre intégrité. Et en fait, cette possibilité de ce processus, je dirais, idéal, qui n'est pas aussi fluide pour tout le monde, évidemment, c'est pas si évident, mais ce processus finalement que le fait de se sentir menacé dans son intégrité permet au malade n'est pas accessible à l'aidant. C'est-à-dire que l'aidant, bien sûr qu'il est face à ce danger, à cette menace, mais du coup ne se déclenche pas en lui de manière aussi efficiente et aussi fondamentale et aussi profonde un processus d'adaptation nécessaire qui la plupart du temps permet au malade, au fur et à mesure,
de retrouver un relatif équilibre, pour certains même un accès au bonheur, au bien-être, etc., heureusement. Et effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal, mais l'aidant qui n'est pas confronté viscéralement à cette menace ne déclenche pas ce processus de résilience, même si il peut évidemment s'adapter, etc. Mais du coup, il a psychologiquement, je dirais, dans sa dynamique, il n'est pas porté par les mêmes forces qui aident justement à dépasser cette peur et à trouver un sens à son existence en dépit de l'incertitude. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir justement sur ce que tu viens de dire, Karen, qui est très intéressant par rapport justement à Véronique qui nous a posté une question là. Difficulté de faire face avec des proches qui ne veulent pas regarder la maladie en face et sont finalement indifférents. Ça met une grande pression de finalement faire comme avant. Et si je peux me permettre, je voulais dire que quelquefois, il y a des malades qui nous expriment ce malaise de voir leurs proches qui semblent être indifférents. Je voulais dire aussi que au-delà de l'indifférence, il peut y avoir aussi un aidant qui, puisqu'on en parle aujourd'hui de la peur, qui peut être terrorisé, qui peut avoir peur, qui peut être mal et qui lui-même ne sait pas comment faire lui-même pour gérer son mal-être. Donc, plutôt que de dire n'importe quoi ou de transmettre quelque chose qu'il a peur d'être nuisible pour son malade, il va peut-être se taire ou alors il va rien dire. Et ça va donner, comme tu le dis, cette espèce de décalage et de façon de croire que la personne qui est en face, en fait, oui. Elle n'est pas participante. Marie, c'est intéressant que tu relaisses ce sentiment à certains moments que les proches reconnaissent pas les difficultés ou voire même sont indifférents. Ouais. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver qu'un proche soit indifférent au fait qu'on soit gravement malade et qu'on risque de mourir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je peux vous dire, ça doit être exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que mon expérience depuis 25 ans me montre que quelles que soient les réactions plus ou moins adaptées, plus ou moins sympathiques, plus ou moins agréables de nos proches, ils ne sont pas indifférents à ce qu'on est en train de vivre. Ils sont eux-mêmes extrêmement ébranlés et la plupart du temps, ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, que certains présentent des attitudes qui sont difficiles à vivre pour les malades, ça c'est une évidence. Et notamment dans les comportements problématiques dont se plaignent les malades, il peut y avoir bien sûr une espèce de distance, de banalisation, voire d'indifférence, en tout cas de façade, qui peut être une source de souffrance. Il faut savoir que dans ces cas-là, il peut y avoir un réel déni de la part des aidants, c'est-à-dire un processus psychologique qu'on connaît, qui n'est pas volontaire, où cette réalité du risque de la disparition prématurée de la personne qu'on aime est tellement insoutenable psychiquement qu'en fait, on le tient à distance comme quelque chose qui n'existe pas. Ça peut conduire à des comportements, à l'expression de choses extrêmement douloureuses pour le malade, hein, mais se rappeler que la plupart du temps, il ne s'agit pas ni d'indifférence ni de comportement volontaire, mais de difficultés psychologiques et comportementales à s'adapter à cette situation. Et certains, comme les malades, les aidants sont plus ou moins compétents et équipés pour s'adapter à cette situation. Certains, évidemment, sont beaucoup plus en difficulté. Mais il peut y avoir… Attends, le son. Je voulais juste, Karen, rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Souvent, en tant que malade, on s'aperçoit qu'il suffit de faire un premier pas pour voir que la posture un peu bizarre qu'a la personne en face de nous change. Et que cette indifférence, ce qu'on pensait être une indifférence, c'était vraiment une méconnaissance. Et il faut peu de choses parfois pour passer de cette semblant d'indifférence à quelque chose de beaucoup plus chaleureux et vrai, quoi. On a perdu Karen. Est-ce qu'elle est là, Karen? On ne l'a pas perdue? Si, on l'a un peu perdue. Karen a eu des soucis de connexion avec un problème de micro, donc Karen est en train de se reconnecter. Voilà, nous vous prions de nous excuser. Elle se reconnecte et sera avec vous dans quelques instants. La voilà qui réapparaît. Alors, on met le son. Est-ce que les autres intervenants, que ce soit Laurent ou Maryse, peuvent couper leur micro lorsque vous n'intervenez pas, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler là maintenant, Hervé? C'est bon?
Vas-y. Tout à fait. Voilà. Donc, j'en profite parce que, bon, ben, comme ça, on occupe aussi ce petit instant pour dire que certaines personnes, hein, je pense que Laurent en a eu aussi dans ses témoignages, et personnes qui le contactent, nous disent, il y a des malades qui préfèrent ne pas avoir trop d'informations, ne pas trop savoir tout ce qui se passe pour leur dossier médical, voilà, ils préfèrent ne pas avoir trop d'informations et ça leur fait peur de tout savoir. Non, 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 je veux pas trop savoir. Donc, on est aussi dans le respect de ce genre de malade, qui préfèrent peut-être pendant un moment ne pas savoir. Et puis, il y en a d'autres qui, par contre, se sentent très, très mal s'ils n'ont pas toutes les infos, hein. Comme le disait tout à l'heure Raymond dans une de ses questions aussi. C'est vrai que c'est très important pour le malade d'avoir justement des informations qui vont répondre à toutes ces zones d'obscurité et après lui permettre d'être moins angoissé. Ce qu'on peut faire, c'est passer à la partie 3 déjà en attendant. Oui, je voulais juste rajouter j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on vient de faire une enquête au niveau de la F3M, et ce qui ressort, c'est vraiment cet écart de vision entre les malades et les aidants, et que les aidants, globalement, sont beaucoup moins bien informés que les malades, et ce manque d'information crée de la peur, souvent. Et voilà, je recommence, je n'avais pas mis mon micro, c'est ça Hervé? Voilà, donc je disais qu'on vient de faire une enquête au niveau de la F3M, et ce qui ressort, c'est que les aidants, la vision des aidants et la vision des malades des situations n'est pas du tout la même, et que souvent, que les aidants exprimaient une peur plus importante que celle des proches, que des malades, pardon, parce que manque d'informations, parce que les médecins ne s'adressent pas de la même façon aux malades qu'aux proches, les manques aussi de relais, quand on est malade, on a des infirmières de l'hôpital de jour qui peuvent nous expliquer des choses, on rencontre beaucoup plus de professionnels que ne rencontre notre aidant. Et cette différence-là, c'est une source d'angoisse pour les proches qui est vraiment très, très fortement exprimée. Et il y a quelqu'un, là, je ne sais plus le prénom, je m'en excuse, qui disait, est-ce que la F3M fait des choses particulières pour les aidants, et les aidants dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les proches, pour que ce soit les enfants, les petits-enfants, les parents. Voilà, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'on développe. Il y a des associations spécifiques à ça, mais je pense que si nous, à notre niveau, au niveau de la F3M, il faut absolument qu'on ait une association de malades et d'aidants, et je tiens vraiment à ce que cette partie-là se développe d'une manière vraiment importante au niveau de l'association. Je vais bientôt devoir vous quitter, parce que j'ai un impératif horaire, voilà, mais je vais terminer là-dessus, mais je pense, voilà, on est vraiment la F3M, on a la chance d'être une association de malades et d'aidants, et on est tous embarqués, pas de la même façon, pas au même endroit dans cette galère. Et je pense qu'il faut vraiment œuvrer pour que chacun y retrouve son compte, les aidants, les malades, et puis pour continuer dans cette foutue enquête qu'on vient de faire, ce que disent les malades et les aidants, la plus belle victoire, c'est d'être en vie et d'être ensemble. Hein, et je pense que c'est vraiment, on est tous là pour œuvrer à ce que cette victoire soit la plus large possible. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été présent avec nous. Ouais, je vous fais confiance et de porter haut les valeurs des aidants aussi. Oui, c'est évident pour un malade. Non, mais je pense que malade, on a notre part à tenir sur cette valeur du rôle des aidants. Il faut absolument qu'on soit là pour le faire. Voilà. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Je sais que Laurent a un impératif et va devoir nous quitter, mais nous avons encore quelques thèmes à aborder et nous allons nous laisser, en tout cas pour ceux qui acceptent et nous font le plaisir de rester avec nous. Nous allons nous donner… Prenez soin de vous, je vous laisse. Ouais. Bonne soirée, Laurent. Un grand merci. À bientôt. Merci à vous tous.
Donc, on va prendre encore 10 à 15 minutes ensemble pour ceux qui peuvent. Et je sais que c'est la dernière webconférence, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Et on va passer sur quelque chose qui est quand même très important en termes de solutions. Et donc, eh bien, je redonne la parole, bien sûr, à Karen sur ce sujet et à Maryse. Voilà. Marie, c'est à toi? Oui, voilà. Donc, comment gérer, hein, comment gérer cette peur? Quelles sont les solutions? Donc, Karen, je te laisse nous proposer des solutions. Alors, écoutez, je m'excuse pour ces problèmes techniques. J'espère que ça ira jusqu'à la fin. En tout cas, si prématurément je disparais, d'avance, je vous remercie et je vous dis que je reste avec vous, que je suis de tout cœur avec vous, parce que je ne sais pas si je pourrais vous dire au revoir dans les meilleures conditions. Alors, donc maintenant qu'on a montré, enfin, on s'est rappelé ce qu'était la peur, que c'était normal de la ressentir et surtout dans le cas du myélome, quel impact elle pouvait avoir sur notre relation, nos capacités d'être en relation, sur nos échanges, sur la communication, sur les comportements de nous vis-à-vis des aidants et des aidants vis-à-vis de nous. Alors, comment mieux gérer cette peur? D'abord, l'accepter comme étant normal, c'est-à-dire bien sûr qu'à certains moments, à l'annonce du diagnostic, quand on va faire des examens, quand notre pic commence à monter, quand on sent qu'on est qu'on commence à avoir des signes de vulnérabilité, de fatigue, que nous ayons peur à ce moment-là, c'est normal. Hein. Après, si vous voulez, c'est notre capacité à retrouver notre équilibre qui est importante. Hein. Mais bien sûr qu'à certains moments, cette peur, on va le ressentir. Donc la peur, elle va exister, mais l'important, c'est qu'elle ne doit pas nous déborder, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas devenir chronique. Et cette anxiété chronique dont je vous parlais, qu'il y ait des moments de peur et qu'ensuite nous retrouvions notre équilibre. Effectivement, qu'elle soit à sa place, hein, qu'elle nous déborde pas. Alors, je reprends une citation de Bouddha qui me semble toujours intéressante et d'ailleurs qui est un peu mise à toutes les sauces maintenant pour les Occidentaux qui cherchent un petit peu d'apaisement. C'est accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Donc voilà ce que disait Bouddha. Et effectivement, ça dit beaucoup de choses sur comment se positionner ou essayer de se positionner pour pouvoir vivre le mieux possible avec le myélome sans être débordé par cette peur. Alors, ça veut dire faire ce travail de se dire je dois être capable d'accepter ce que je ne peux changer, en fait, la réalité de ce que je ne peux changer, et par contre, m'investir pour agir sur le reste. Donc, si vous faites une petite liste, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui vous font peur, mais en fait, vous n'y pourrez rien, vous n'y pouvez rien, vous le subissez. Et puis, il y a des choses dans ce contexte-là où vous pouvez agir et où vous avez des marges de manœuvre. Gérer la peur et la rendre beaucoup moins puissante, ne pas être dominé par elle, c'est investir les espaces de liberté, de libre arbitre, d'action qu'on a à notre disposition. Alors, par exemple, si je fais une colonne, je suis mortel. Je n'y peux rien, ça. Je suis mortel. J'ai un myélome multiple. Bon, ça, j'y peux rien. Je peux ruminer, mais comment ça se fait, mais pourquoi moi, mais c'est tellement injuste, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc., etc. Mais en fait, je n'y peux rien. Donc, ces questionnements sont stériles. Hein, j'ai pas d'action là-dessus. Le risque de rechute, en gros, à part suivre les traitements et les indications médicales, j'y peux rien. Voilà. J'ai pas le pouvoir de préserver les autres tout le temps et de tout. Ah non. Hein, là, j'y peux rien. Hein, j'ai aussi mes propres limites. J'aimerais bien épargner les autres de ça, épargner les autres des risques, épargner les autres de cette maladie, que la vie soit comme avant. Mais ça, je n'y peux rien. Alors après, j'ai la colonne, je peux faire quelque chose. Alors, à quoi je peux faire quelque chose? Quelle est ma marge d'action? Des projets, continuer à faire des projets. Je peux ça. Mettre des petits projets, mettre des projets modestes. Ça, je peux le faire. Anticiper et m'organiser si j'en ai besoin. Les directives anticipées, communiquer sur ce que je veux pas, avoir la certitude que je souffrirai pas, qu'on prendra les choses en charge, qu'on répondra à mes attentes et à mes priorités.
me faire une qualité de vie acceptable et développer tout ce qui va dans le sens du bien-être. Ça, je peux le faire, ça. Ça, je peux être actif là-dessus. Suivre mes traitements et les préconisations, bon, ça, a priori, je suis assez d'accord pour le faire. Suivre mes priorités et finalement être toujours dans la perspective de me réaliser. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je reste à l'écoute de ça. Il y a des choses, j'ai pas envie de les supporter, j'ai pas envie de me rajouter du négatif, eh bien, j'y vais pas, je le fais pas. Ça, j'ai une marge d'action. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ça, je peux le développer, je peux le cultiver. Limiter justement les éléments négatifs autour de moi, de toute nature. Il y en a, j'ai une marge d'action. Les soins, tous les soins qui peuvent me faire du bien, qui peuvent m'apporter une plus-value, je peux les mettre en place. Prendre soin des liens, de l'autre, de la relation, ça, je peux le faire. Je ne suis pas toujours capable de le faire, mais je peux le faire la plupart du temps. Et puis, me faire aider, ça aussi, j'ai un libre arbitre par rapport à ça, j'ai une marge d'action par rapport à ça. Donc, gérer la peur, vous avez vu, la peur, elle est pour nous permettre de mobiliser de l'énergie pour être actif contre un danger. Soit on le combat, soit on s'en éloigne. Eh bien, en fait, être actif sur ce qu'on peut modifier, améliorer, ça nous aide à gérer la peur, ça limite l'intensité de la peur. Et accepter les aspects sur lesquels nous n'avons pas d'emprise, parce que c'est une réalité. Et donc, toute l'énergie qu'on dépensera sur ces questions-là sera proprement inutile et altérera la qualité de notre existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, en plus d'accepter ce qu'on ne peut changer et d'agir sur ce qu'on peut améliorer? D'abord, par rapport en tout cas à ce que les patients et les proches peuvent nous exprimer, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de la philosophie, de l'art, il y a des tas d'aspects, de tas de dimensions qui nous aident en fait à réguler la peur, mais pas seulement quand on a un myélome, mais quand on est un être humain, qu'on est mortel et qu'on en a conscience de manière générale. Hein. C'est des choses, des aspects, des dimensions qui peuvent nous aider. Toutes les techniques de gestion du stress, ça va de la cohérence cardiaque, qui est une technique respiratoire simplissime, c'est pas du tout de la méditation, ça marche très bien, ça ralentit le rythme cardiaque, ça fait baisser la tension artérielle, ça s'appelle la cohérence cardiaque, vous pouvez aller voir, c'est très facile à mettre en œuvre. Vous avez la sophrologie, le yoga, la méditation, l'hypnose, le MDR, les animaux, la nature, enfin il y a des tas de sources qui régulent les peurs et les états de stress. Donc, voir ce qui nous fait du bien et les cultiver. Et surtout, sachez que par rapport à la peur, qui est une émotion, qui est quelque chose d'assez viscéral, qui est quelque chose de presque lié à notre programme d'animal, sachez que ce qui va souvent vous faire du bien quand vous avez peur, c'est pas la réflexion, c'est la sensation. Allez beaucoup plus dans le monde de la sensation. Créez des sensations dans la nature, dans je sais pas, le massage, la réflexologie, la nature, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut bricoler. C'est-à-dire que ce qui va vraiment nous permettre de réguler la peur, le plus souvent, c'est de passer plutôt par la sensation de bien-être, la sensation en fait positive, que la réflexion sur la peur ou comment essayer de trouver des moyens de rationaliser la peur. Donc, elle est plutôt dans l'univers de la sensation. Bien sûr, développer toutes les sources de bien-être, décharger les tensions par l'activité physique éventuellement, etc. Parce que quand vous avez l'adrénaline à fond les manettes parce que vous êtes censé vous défendre contre un ours et qu'il n'y a pas d'ours à combattre, évidemment, vous restez avec un niveau de tension important physiquement. Et là, ce qui fonctionne bien, c'est se décharger physiquement. Donc, activité physique, dépenses physiques, hein. Même soft, hein, mais quand même physique. Ça va vous aider à faire baisser la tension et, je dirais, les répercussions physiques de la peur. On sait aussi que le partage, les échanges, les expériences humaines, la F3M en fait partie, permettent de neutraliser et de limiter les peurs. On sait aussi que se décentrer, aider les autres, ça limite la peur. On a vu que la peur nous rendait très égocentrés, très centré sur nos angoisses. Le fait d'aider les autres, de se tourner vers les autres, ça limite effectivement la sensation de peur. Cultiver la bienveillance, alors je dirais d'abord vis-à-vis de vous-même,
c'est-à-dire accepter de ne pas toujours être à la hauteur de nos ambitions, accepter d'avoir peur, mais accepter aussi toutes les autres émotions et tous les autres comportements, parce qu'on fait là aussi ce qu'on peut, comme nos aidants. Hein. Donc, la bienveillance va nous aider aussi à moins vivre dans la peur, hein, en tout cas avec moins de pression. La gratitude, c'est ce que font beaucoup les Asiatiques, c'est-à-dire je suis encore en vie, j'ai de la gratitude, même si j'ai aussi de la colère, un sentiment d'injustice et que je vois tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai matière à ressentir de la gratitude d'être en vie. Et ça, se faire ce petit effort de réflexion, en fait, ça cultive en fait un état positif et ça marche très bien de cultiver en fait des idées positives a plutôt tendance à alimenter une dynamique positive et à limiter l'intensité de la peur. Et puis après, il y a tous les accompagnements professionnels, à la fois individuels, hein, ça peut être par le psychologue, mais aussi Maryse va nous en dire un peu plus. Tout ce qui est travail de groupe, hein, tout ce qui est travail collectif, alors soit mixte avec des aidants et des malades, mais aussi des groupes pour les malades, des groupes pour les aidants. Hein, il y a des initiatives de la F3M notamment. Donc ça fait partie aussi des outils que vous avez à votre disposition pour ne pas rester enfermé dans votre bulle de peur et pouvoir partager et pouvoir l'exprimer, hein, et avoir une écoute par rapport à ça. Et effectivement, notamment par rapport à l'angoisse de mort, cet échange, notamment avec les psychologues, et nous, on est tout à fait formés pour ça, et sereins avec ça, peut permettre quand même de sortir de cette bulle et de pouvoir enfin aborder certaines questions qui nous semblent essentielles. Donc voilà, je crois que je vais vous perdre. Maryse, je te laisse la parole. Écoute, Karen, on t'a pas perdu, donc on va croiser les doigts, on y croit jusqu'à la fin. Écoutez, on va voir ça. Et je voulais juste terminer cette deuxième partie en disant, en te proposant que, si tu veux, pour les personnes qui ont du mal justement à communiquer, elles peuvent aussi se dire qu'il y a un moment où elles se sentent pas, et c'est pas le moment, et se donner du temps, hein, ne pas se mettre de pression, ne pas se dire il faut, et puis en fait elles n'y arrivent pas, ou elles se donnent pas à l'autre la possibilité d'attendre. Je pense qu'avec la patience, des fois on attend un petit peu, et puis donner du temps. Voilà, on vous encourage tous. Et je voulais terminer pour ce qui concerne justement cette partie dans quelles pourraient être les solutions au niveau de la F3M. Vous savez que nous avons mis en place des groupes de parole, des groupes d'échange de parole. Donc, depuis quelques années déjà, avec Marie-Claire Kinchez, hein, qui est notre personne responsable de ce pôle à la F3M. Et donc, je me suis entendue avec elle pour mettre en place également une formation à ce sujet. Nous venons d'en terminer une à Grenoble. Là, nous étions 9 bénévoles pour que justement nous puissions aider le mieux possible les personnes qui souhaiteraient faire partie de groupes de partage et d'échange. Alors, je vous explique un petit peu. Il y a déjà quelques groupes qui fonctionnent ou qui s'appellent plus précisément des groupes de parole, parce que c'est quand même une dénomination un petit peu plus médicale, c'est-à-dire qu'il y a quand même une thérapeute, il y a une psychologue qui est présente aux côtés d'un bénévole à F3M. Et donc, ce binôme fonctionne très bien. Pour Marie-Claire Kinchez, donc ça se passe à Caen, hein, en Normandie, depuis 2016. Il y a des personnes qui sont maintenant habituées à y aller, pour qui c'est un moment privilégié, c'est très intéressant. Après, nous en avons parlé à la formation. Pour les personnes qui n'ont pas précisément une psychologue, il y a toujours la possibilité, nous, à la F3M, d'être un binôme de bénévoles. Si on a un minimum quand même d'outils, de choses que l'on nous a expliquées, hein, pour pouvoir déjà accueillir, écouter. L'écoute est très importante. Et donc, guider, coordonner ces groupes. À ce moment-là, ce serait plutôt des groupes de partage et d'échange. Ce ne serait pas véritablement le groupe que l'on appelle de parole. Mais il permettrait justement, comme le disait Karen, soit un groupe mixte, c'est-à-dire fait de malades et d'aidants, de partager. Ça peut être sur une thématique ou pas, ça peut être sur un sujet du jour. Donc, tout est à organiser et à prévoir par la personne qui va organiser ça dans la ville.
Et naturellement, ben, voilà, nous en revenons au même problème, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait des bénévoles qui soient d'accord pour animer ce type d'animation dans leur ville. Alors moi, je vais essayer de le faire à Grenoble. Vous savez que je suis déjà un petit peu occupée, je fais pas mal de choses, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment faire. Donc, je vais me faire aider par d'autres bénévoles. Voilà. S'il y en a qui veulent m'aider, ben, j'en profite pour lancer un appel. Et j'aimerais monter ça aussi sur Grenoble. Et je vais également vous citer toutes les personnes qui sont déjà animatrices de ce type de groupe d'échange et de partage en France pour la F3M. Alors, nous avons Bernard Fortune sur Lyon. Nous avons sur Paris, nous avons Gérard Giner. Donc, Gérard Giner, lui, il anime ça avec donc, un infirmier. Nous avons François Taureau qui anime aussi un groupe de partage sur Mulhouse. Monique Pilon qui fait ça dans la région aussi Alsace. Hein. Je pense que c'est Colmar, mais j'en suis pas bien sûre. Mais non, Alsace. Et nous avons Françoise Mauroir à Rouen, hein, aussi en Normandie. Donc elle est toute seule. Et par rapport à la formation, justement, il y a des tas de choses qui l'ont intéressée, qui l'ont passionnée, dans le sens où on prend conscience qu'on est là pour une certaine écoute. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Ces groupes n'ont pas à visée thérapeutique. On n'est pas là pour soigner quelque chose. Mais on est là pour pouvoir faire circuler la parole, pour pouvoir permettre aux gens de s'exprimer. C'est tellement important, il y a un réel besoin. On nous le dit à chaque fois dans nos journées nationales, dans nos questionnaires. Les gens recherchent ça, ils ont besoin de groupes, ils ont besoin d'être portés par des groupes de personnes qui vivent la même chose qu'eux. Et donc, le groupe qui était à Nantes, bon, ben, il s'est arrêté hein, avec voilà, Philippe René. Et puis, nous allons certainement en avoir un bientôt en Bretagne. Ben, écoutez, moi, je ne voudrais pas donc trop m'étaler parce qu'on est quand même limité par les heures. Je voulais bien vous remercier à tous d'avoir été là. Je voulais aussi en profiter pour remercier, je suis tutrice dans ce MOOC, remercier tous les tuteurs et toutes les tutrices et notre ami Pierre Fertile, hein, qui a été notre cher capitaine du bateau. Nous avons fait des escales, on s'est arrêté à plusieurs ports, on est descendu, on est remonté sur le bateau, c'était sympa cette image. Naturellement, on remercie aussi bien particulièrement Bernard Delcourt, hein, qui nous aide bien, qui fait plus que nous aider, puisqu'il nous porte, hein, il manage ce projet avec beaucoup de compétences. Et voilà, sans lui, ben, on serait certainement pas encore en train de faire ce MOOC, je pense. Donc, merci à tous, merci à Rebecca, à son équipe, à Alexandre, à Audrey. On a une pensée pour Audrey, pour Cyril et puis pour tous les techniciens qui nous aident. Merci beaucoup, Karen. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Alors, écoutez, très heureuse d'avoir pu participer, très contente de pouvoir partager avec vous et juste vous dire un petit mot, même si, bien sûr, c'est très difficile de vivre avec un tel niveau d'incertitude quand on est malade et qu'on a un myélome, que l'on soit malade ou qu'on soit proche. Se rappeler que nos peurs anticipatoires, elles nous privent de ce que notre présent peut nous apporter de sensations positives, de partage, de bien-être, et que en fait, avoir un myélome multiple et se rappeler et avoir conscience que la vie est fragile, ça nous met pas entre la vie et la mort. On est vivant, on est pleinement vivant. C'est pas parce on nous a annoncé un diagnostic d'une maladie qu'on est moins vivant qu'une personne à qui on l'aurait pas annoncé et qui de toute façon, elle aussi avec ses fragilités, va et peut un jour être confrontée à une telle difficulté. Mais en tout cas, on peut avoir des peurs anticipatoires. Ce qui est certain, c'est qu'avant d'être mort, quoi qu'il arrive, qu'on ait un myélome ou pas, on est pleinement vivant. On est tous vivants, aussi bien les uns que les autres. Et que, idéalement, et si possible en se faisant aider, c'est bien de pouvoir en profiter et de ne pas être dans l'anticipation du pire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, un grand merci pour cette humanité et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.